Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que les Camerounais étaient aux urnes ce jour pour élire leur nouveau président. Dans la première partie de cette émission, nous avons décrypté quand même la manière dont le vote s'est déroulé tout le long du pays. Nous avons été rejoints par d'autres invités sur ce plateau et certains sont restés. D'abord, Madame Ondoa Elondou, qui représente le candidat Paul Biya, est resté avec nous. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Monsieur Émile Binzi, qui représente le candidat Kapa Libi, nous a rejoint. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et son Excellence, l'ancien Premier ministre de la République du Tchad, Monsieur Emmanuel Nadinga, est avec nous. Il est chef de mission IPAE, Institut panafricain d'assistance électorale. Il vient du Tchad. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Également avec nous, Jean-Claude Soptieux. Il représente le candidat Adamo Ndam Njoya. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Benzi, on est au soir de la journée de vote. Est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Bien. On peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. S'agissant de la mobilisation, qui a été sans précédent, s'agissant de l'engouement que toute la campagne a suscité, s'agissant également de la présence des populations dans les bureaux de vote de manière massive. Nous avons vu des handicapés, des personnes âgées grimper des escaliers, faire des efforts surhumains afin de venir accomplir leur devoir citoyen. C'est dire que ce réenchantement de la vie politique, ce réintéressement des questions politiques, tant de la part de la jeunesse que des autres, démontre clairement que la majeure partie des formations politiques ont réussi le pari d'intéresser une fois de plus les Camerounais aux questions politiques. Monsieur Nadinga, avant de vous demander comment vous avez observé le vote tout le long de la journée, je vais vous demander d'abord, la mission que vous représentez, ça s'occupe de quoi concrètement? IPAE, Institut panafricain d'assistance électorale. L'Institut panafricain d'assistance électorale, c'est une mission d'observation des élections. Nous avons eu déjà des expériences dans plusieurs pays au titre de l'Institut. Et notre présence ici, c'est, vous voulez, en tant qu'observateur, travailler dans le sens de l'appui à la consolidation de la démocratie, qui est déjà les textes mis en place pour permettre à la population d'élire son président et de voir à travers la définition des opérations, le déroulement dans ces tenants et aboutissants. Donc c'est un outil de promotion de la démocratie. Voilà, tout à fait, de promotion de la démocratie. Et nous sommes ici en appui pour observer, témoigner, n'est-ce pas, de ce que nous avons vu et qui est conforme, qui doit être conforme donc à ce qui a été retenu réglementairement pour les opérations de vote. En tout cas, tout à l'heure, certains représentants de candidats ont mis en cause un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a observés sur le terrain. Est-ce que vous avez observé la même chose? Eh bien, globalement, nous pensons que d'abord, les élections sont fondées sur un matériel électoral. Nous avons fait ce matin près de 20 bureaux de vote. Et de notre point de vue, nous avons vu que le matériel, en principe, est mis en place. Nous avons vu que la présidence avec le secrétariat dans tous les bureaux de vote était là. Les délégués des partis qui représentaient les différents partis étaient aussi là. Et nous avons vu également les électeurs qui, dans une certaine discipline, se manifestaient dans leur choix. Globalement, je crois que, en ce qui concerne le déroulement, le système qui a été mis en place était fonctionnel. Maintenant, si on a des observations, c'est vrai, sur certains points, on pourrait le faire. En tout cas, sur le plan organisationnel, vous disiez-vous, tout s'est quand même très bien fait. On a fait beaucoup d'efforts en la matière. Je vais demander à M. Soptieux que j'entends certaines personnes dire qu'une bonne campagne électorale accouche d'une bonne élection. Est-ce que
quand vous observez la campagne électorale telle que ça a été fait ici, est-ce que vous en avez été satisfait? Merci Babylas Botton, merci au panel, bonsoir au panel, merci aux téléspectateurs d'Africa 24 qui nous suivent en ce moment. La question que vous venez de me poser tout à l'heure là va me contraindre à rentrer dans ce que j'appelle les fondamentaux du système électoral camerounais. Le système électoral camerounais dans notre pays est un système électoral qui, avant que de convoquer le corps électoral, les résultats sont toujours connus d'avance. Et je dis, pour ce qui concerne la campagne de l'élection présidentielle 2018, cette campagne s'est fondamentalement démarquée, n'est-ce pas, des autres campagnes qui l'ont précédée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a observé en 2018, ce n'était plus les invectives, mais c'était beaucoup plus, n'est-ce pas, un débat qui tournait autour des programmes et non des individus. Cela veut dire qu'on peut relever sur ce prisme-là une nette avancée. Mais alors, la question fondamentale qui est liée ici à l'alternance reste, n'est-ce pas, une question essentielle. Parce que les observateurs, lorsqu'ils arrivent au Cameroun, quand on est à Yaoundé, on va se balader dans 2 quartiers. C'est difficile de tirer des conclusions parce que je tiens à rappeler sur ce plateau ce soir que dans la partie à l'extrême nord, dans le Mayo d'Anaï, 17 bureaux de vote, dans 17 bureaux de vote, il n'y a pas eu les bulletins de l'Union démocratique du Cameroun. Je dis bien 17 bureaux, il n'y a pas eu des bulletins de l'Union démocratique du Cameroun. Maintenant, si on rentre ici dans le centre, notamment à Olamzé, tous les représentants de l'UDC dans les bureaux de vote ont été systématiquement mis dehors. Si je rentre ici à Kiossi, à Kiossi, tous les représentants de l'UDC dans les bureaux de vote ont été systématiquement chassés. Si on rentre ici à Mengan, dans le centre, l'adjoint au maire a chassé tous les représentants de l'UDC dans les bureaux de vote. De l'UDC seulement ou bien les autres aussi représentants? Dans le secteur de Olamzé, dans le secteur de Kiossi et de Mengan, vous savez que la carte géopolitique du Cameroun est tracée presque en système de fiefs. Et dans les fiefs électoraux dans notre pays, on sait d'avance que dans ce fief, il y a telle formation politique et telle autre qui ont pignon sur eux. Ce qui fait qu'à Olamzé, ou bien que ce soit à Kiossi, la dernière élection municipale qui avait vu la victoire de l'UDC et qui par la suite, n'est-ce pas, la fraude qui est venue, n'est-ce pas, arracher par force cette victoire qu'on avait eue au municipal, montre simplement qu'ils ont pris sur eux maintenant de mettre en déroute ou d'expulser des bureaux de vote. Parce que systématiquement, dans cette zone à Kiossi et à Olamzé, il n'y a pas plus de 3 formations qui sont représentées dans cette localité. Vous comprenez donc pourquoi, ayant mis tous les représentants de l'UDC à l'extérieur, le résultat est ce qu'on connaît. Merci, M. Soptieux. Madame Ondoa, quand vous entendez des choses comme ça, est-ce que ça vous donne une note de frustration ou bien de déception par rapport à une très belle élection qui aurait bien pu se dérouler correctement? Alors moi, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que si c'est vrai, c'est pas bien. Mais maintenant, je me méfie aussi de certaines... Bon, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne voudrais pas dire que ce sont des anecdotes, mais échanger sur ces faits à ce moment précis, enfin, moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais si c'est vrai ce qu'il dit, je dis, personne ne peut convenir de ce que c'est bien. Maintenant, je commence bien par dire si. Oui. Et je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de débat. Si c'est ça, c'est pas bien. Ça, c'est la première chose. Mais je voudrais quand même partager également une expérience. Parce que lorsqu'on parle des mandataires et des autres, je ne dis pas que c'est ce cas, mais nous avons quand même remarqué dans certains bureaux de vote qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant et très souvent au fait des exigences du processus. Comment ou qu'est-ce qui est demandé ou exigé pour être un mandataire? Et parfois, lorsque le mandat est signé d'un parti politique, et là je parle d'un point de gouvernance simple, la personne qui est désignée pour signer les mandats, si cette personne, ou bien alors si les documents reçus diffèrent d'un bureau à un autre, ça peut également poser problème. Si je prends le cas du RDPC, qu'est-ce que nous avons fait au regard justement de ces différentes expériences? Avant le scrutin, la liste de tous nos mandataires, noms et tout, était déposée à ILECAM. De ce point de vue,
on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse les mettre dehors. Madame, je ne vous Donc, coupe ce que pas. je veux dire, c'est qu'il y a une préparation, Oui, tout en je ne voudrais pas reconnaissant vous que couper, c'est mais je qui est vais fait. juste demander à M. Soptieu, est-ce que vous avez fait la même démarche? Très bien. La démarche n'a pas été la même. Pour la simple raison que quoi? Je vous ai dit d'emblée que nous sommes dans un système électoral où le vocabulaire alternance n'existe pas. Nous avons eu un problème parce que nous avons, permettez-moi, nous tirons les leçons et des élections passées. Lorsque vous déposez votre liste à Elekam, avant le temps prévu, on a tout le temps, n'est-ce pas, de récupérer cette liste. On a tout le temps de déboucher, permettez que j'y arrive, on a tout le temps de déboucher les noms que vous avez mis. Ils peuvent faire l'objet des menaces. Non seulement qu'ils peuvent faire l'objet des menaces, soit ce sont les parents qui sont menacés, soit c'est même la personne que vous avez désignée pour être dans le bureau qui va faire l'objet de la menace, soit par le chef du quartier, soit par le chef du village, etc., etc. Ce qui fait que Elekam, dans sa procédure, je dis à l'Union démocratique du Cameroun, nous ne faisons pas une différence entre le RDPC et l'ECAM. Nous avons coutume de dire le parti État RDPC et l'ECAM. Nous le disons pourquoi. Elekam, le directeur général de Elekam, en l'état actuel, celui qu'on vient de nommer, c'est le président de la section RDPC du CAM. Son adjoint, qui est Abdou Karim, qui est mon ami avec qui nous débattons sur les plateaux presque un peu partout, il est également du RDPC. Maintenant, si on prend le Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité à proclamer le résultat, les mécanismes et la composition des acteurs et des actrices qui animent cette institution ô combien importante dans le chantier de la démocratie sont dans la plupart des temps les militants du RDPC. Monsieur Soptieu, vous posez un problème de suspicion. Et ça, je ne sais pas. Non, ce n'est pas une suspicion. Je dis, allez vérifier. Le directeur général de Elekam est président de la sous-section RDPC d'UNCAP. Non, je veux parler surtout du fait de la méfiance que vous avez de déposer votre liste. J'allais demander à M. Nadinga, la suspicion, comment est-ce qu'on peut corriger cela dans un pays pour que les différents acteurs dans une élection se fassent confiance afin qu'on ait un scrutin quand même irréprochable? Mais je pense que les acteurs politiques se sont entendus dans leur débat sur le code électoral, les directives qui sont données, parce que les candidats qui y vont, ils savent qu'ils sont partis sur une base donnée. Parce que nous, en tant qu'observateurs, c'est les bases légales, n'est-ce pas, et qui conduisent les opérations, que nous essayons de voir si elles sont conformes dans leur application. Oui, mais ça, c'est ce qu'il y a dans l'absolu, mais il pose un cas quand même concret. Oui. Dès que je ne suis pas sûr que les personnes qui vont me représenter dans les bureaux de vote ne feront pas l'objet de menaces, effectivement, je ne veux pas les exposer. Et ça, c'est une réalité qu'il est en train de soulever. Donc, ma question est bien précise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner confiance à tout le monde, pour que la suspicion déserte le terrain, qu'on voit vraiment qui fait quoi et comment? Bon, vous me posez une question, je ne sais pas si c'est dans mes attributions d'observateur. Non, je demande à l'acteur neutre que vous êtes. Vous êtes un acteur neutre sur ce plateau. Parce que j'aurais posé la même question aux uns aux autres, je n'aurais pas la même réponse a priori. Ben, ce que je pourrais dire, parce que je le dis que le consensus entre les acteurs politiques est fondamental dès le départ, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans des concertations, c'est dans des débats, c'est dans une organisation de l'autre avant de lancer. Parce que avant d'aller aux élections, il faut qu'on ait confiance aux organes qu'on a mis en place, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas confiance aux organes, alors, et qu'on y va avec la méfiance, mais on restera toujours méfiant. Donc, soit on part, soit on ne part pas. Merci, M. Nadiga. M. Binzi, je reviens maintenant à la campagne électorale. Vous avez observé les candidats sur le terrain et le M. Soptieu l'a dit tout à l'heure qu'on a observé quand même une campagne assez civilisée, pas d'invective vraiment, pas de casse. Est-ce qu'avec cela, on n'a pas de quoi être fier des acteurs engagés dans cette élection-là, et qu'à l'arrivée, l'élection ne peut qu'être bien appréciée?
Bien, il faut déjà relativiser s'agissant de la qualité de la campagne. La campagne a été caractérisée par une guerre informationnelle extrêmement grande, menée par un certain nombre de formations politiques. Vous avez davantage le MRC qui s'est illustré par de la cyberdélinquance et de la cybercriminalité avec la fabrication de faux documents prêtant des allégeances et des alliances entre certaines formations politiques et d'autres. Vous avez par exemple les documents qui ont circulé sur une stratégie commune qui existerait entre le Parti Univers et le RDPC. Vous avez d'autres documents assez nombreux. Ça fait partie du jeu, hein? Bon, tout à fait. C'est pour dire que ce sont des éléments qui ont été utilisés dans l'optique de déstabiliser les militants. Et je ne vous parle pas de cyberterrorisme sur les réseaux sociaux qui ont été encouragés par la milice cybernétique du MRC avec la bénédiction de leurs responsables. Tout ceci a cristallisé déjà une certaine violence latente au niveau des réseaux sociaux qu'on a pu donc observer sur le terrain. Et cette violence ne s'est pas simplement observée à l'égard du MRC, mais à l'égard des autres formations politiques. Et s'agissant donc maintenant du déroulement de l'élection, comme le disait pratiquement mon voisin, il faut dire qu'on a observé toute une multitude de choses. On a retrouvé du côté d'un Colmé-Saint pratiquement 3 urnes bourrées cachées derrière une boutique. On a retrouvé au niveau de Titi Garage un établissement qui fabriquait des fausses cartes d'électeurs qui étaient utilisées par la suite. S'est retrouvé pratiquement entre 9h et 10h aujourd'hui dans la région de Colmé-Tête et Foulane avec des militants et des représentants du Parti Univers qui ont purement et simplement été molestés, tabassés et mis à la porte. On s'est retrouvé également du côté de Limbé avec des personnes qui sont venues voter sans carte d'électeur, et lorsque les représentants du Parti Univers ont voulu s'opposer, ils ont purement et simplement été expulsés. Vous avez toute une panoplie de comportements. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre le doigt sur un individu en disant c'est lui qui est responsable de cela, et encore moins on ne peut pas dire c'est tel candidat. Bon, en réalité, ils ont été expulsés par les responsables de l'ECAM en complicité avec les représentants du RDPC qui étaient les seuls habilités à rester. Je tiens à signaler que du côté de Bruxelles, et ça vous pouvez le voir pratiquement parce que des vidéos ont été postées, les représentants de toutes les formations d'opposition, sans exception, ont été bloqués à l'extérieur et n'ont pas eu accès à la salle. Et en dehors de Bruxelles, vous avez également à Marseille, où les représentants de toutes les formations politiques n'ont pas pu accéder en dehors de celle du parti au pouvoir. Madame Ondoa, c'est vrai, M. Somptueux l'a dit tout à l'heure, que cette élection, cette campagne électorale est très différente des autres qu'on a observées, beaucoup d'avancées, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se passer quand même de certains actes quand même délictueux qui viennent entacher ce scrutin-là? Alors, merci de me poser la question. Mais avant de répondre à cette question, vous me permettrez de revenir à une que vous avez posée précédemment en ce qui concerne la confiance. Oui. Je voudrais relever ici que c'est une attitude qui peut être une attitude compréhensible lorsqu'on voit le processus de changement et les différentes phases de ce processus. Bien évidemment, le représentant de l'UDC nous a dit nous nous sommes inspirés des expériences passées, mais constate qu'il y a quand même eu des avancées. Ça veut donc dire que dans ce processus de changement, il y a une transformation même mentale qui tarde à se mettre en place. Et c'est un processus normal. Et je pense que dans des événements comme ceux-ci, nous avons cette expérience, nous aurons les expériences des législatives. Dans le cadre de ce processus, la confiance reviendra. Il faudra effectivement que certaines règles soient respectées. Et je pense que ce sera fait. Donc c'est un processus, de mon point de vue, pas pour encourager, qui est un processus normal. Et je pense que les avancées relevées ici et là permettent justement d'avoir confiance et puis de corriger, puisque nous avons parlé ici des partenaires et nous-mêmes qui participerons à cette correction. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez directement posée, oui, moi je voudrais dire qu'aucune œuvre n'est parfaite, ce n'est pas pour excuser qui que ce soit. Nous avons 24 988 bureaux de vote. Il y a des cas qui ont été relevés comme étant des cas contentieux. Il est bon de les relever et puis les mettre sur la table pour qu'une discussion soit faite. S'il y a des gens qui ont posé des actes
répréhensibles, qu'on les sanctionne. De ce point de vue, il n'y a même pas de débat. C'est des principes de base qui sont des principes partagés par tout le monde. On va faire un tour de table rapide, un dernier tour de table rapidement. Non, monsieur Somptueux d'abord. Permettez-moi ici, Babylas Botton, de revenir sur un principe fondamental. Le code électoral qui préside aux élections dans notre pays, actuellement, est un code électoral non consensuel. Et l'ECAM est un organe également non consensuel. La Constitution de 1996 est une norme fondamentale non consensuelle. Nous restons encore dans la théorie de la force. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas échanger. Nous sommes dans un système où la force demeure le maître mot. Voilà pourquoi nous disons que pour cette élection, je ne veux pas revenir dans le Noun avec tout ce qu'on a eu comme fraude. Toute la communauté anglophone qui est partie du Nord-Ouest s'est retrouvée en train de voter à Bangoura, avec une carte électorale, mais sans nom inscrit sur la liste, sur le fichier électoral. Or, au cours de la réunion où nous avons eu avec Elekam nous a dit qu'on devrait délocaliser les bureaux de vote dans la partie anglophone. La question qui avait été posée à son temps aux responsables de Elekam, c'était de savoir, maintenant qu'on va délocaliser, la gestion de ces électeurs et de ces électrices qui vont se retrouver en dehors de leur circonscription électorale va se passer comment? On n'a jamais eu de réponse. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, Et finissez là-dessus. on avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire des bureaux de vote qui ont été placés dans les commissariats, dans les casernes militaires. Et l'État nous a dit, on va également sortir les bureaux de vote des casernes militaires et des commissariats. C'est vrai, mais je vous dis, jusqu'à hier soir, ces bureaux n'étaient pas connus. C'est ce matin, pendant qu'il était 7h30, qu'on a trouvé des avis pour indiquer les bureaux de vote qui étaient mis dans les commissariats ne sont plus là, c'est plutôt dans telle école. Donc vous voulez dire Vous que comprenez? les crises que connaît le pays, Le ces système derniers temps électoral. ont quand même eu un impact Tout à fait, négatif sur le processus électoral. Oui, Tout oui. à fait. Tout à fait. Et je dis donc que ces bureaux qu'on a sortis des casernes militaires et dans les commissariats, les représentants des partis politiques se sont vus expulsés. Pour la simple raison que la localisation de ce bureau de vote qui était prévu dans un commissariat, Elekam aurait pu prendre des dispositions bien avant Merci, pour que nous soyons monsieur Somptueux. informés, n'est-ce pas, de la nouvelle localisation du bureau de vote. Merci, Ça monsieur n'a pas été le Somptueux. cas. Monsieur Benzi, vous abordez dans le même sens ou bien pour vous, c'est des actes mineurs qu'on peut excuser, qu'on peut comprendre, et vu les circonstances dans lesquelles on organise cette élection? En réalité, vous posez la problématique de la confiance. Or, quels sont les facteurs qui incitent à un besoin de confiance? C'est la symétrie d'information. Et s'agissant de la symétrie d'information, jusqu'à ce jour, la liste complète des bureaux de vote n'a pas été donnée aux partis. Et au-delà de cela, la liste des inscrits, le nombre exact d'inscrits n'est pas connu. On a des gaps de 500 000 avec des chiffres qui sont faux et autres. Deuxième élément, la vulnérabilité des acteurs. C'est plus fiable. Donc la liste, Oui, là, on ne peut oui. pas la Lorsque discuter. lorsque Il faut vous, pas aller chercher les lorsque listes vous ailleurs. faites des calculs, vous vous rendez compte qu'il y a un gap de 500 000. Allez, faites des calculs, vous trouverez. Deuxièmement, la vulnérabilité des acteurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a déposé 30 millions de cautions et au-delà des 30 millions de cautions, ce qui a été déposé à chaque parti, c'est 15 millions pour les fragiliser économiquement, les maintenir dans une situation de vulnérabilité afin qu'ils ne puissent pas battre campagne. Trois, maintenant, l'incertitude des acteurs. L'incertitude des acteurs en rapport avec l'absence de traçabilité de ce processus et toutes les forces de l'ordre. Et quatre, donc maintenant, le doute sur tout le processus électoral. Vous comprenez donc que tous les éléments, les ingrédients de la défiance sont réunis et fort de cela, il est difficile de penser un seul instant Lorsqu'on entre en qu'on puisse politique, avoir confiance en ce Merci, processus M. électoral. Benzi. Christian Niam depuis Yaoundé dit, je relève d'abord que le scrutin s'est déroulé en toute tranquillité et dans certains bureaux de vote dans la région de l'Ouest, nous remarquons que les bulletins de Kamto sont finis et la population en redemande. Dans l'ensemble, rien à signaler de grave. Ama Mouzo, depuis Brazzaville, le Congo, dit très bon processus, pas de coupure d'Internet. Waouh!
et des comptages des bulletins en direct depuis certaines chaînes de télé. Transparence au top, je ne sais pas si vraiment des chaînes ont pu montrer le comptage des voix en direct. Bonsoir, je suis un peu surpris que vous parliez que tout s'est bien passé quand plusieurs bureaux étaient dans le noir, notamment en plein Aqua Nord, au cœur de la ville de Douala, et n'en parlons pas au nord ou l'extrême nord. Ça, c'est Valero depuis Douala. Madame, on doit, au-delà de tout cela, est-ce qu'on peut se féliciter d'avoir réussi quand même l'organisation de ce scrutin? Alors moi, ce que je peux dire, et je pense que tout ce qui est dit ici vise à améliorer le processus. Et toutes ces observations que nous portons à cœur vont permettre justement d'apporter notre contribution à cette amélioration. Il y a un élément très important sur lequel je voudrais quand même que vous répondiez. La confusion que M. Somptueux a notée en disant que le parti au pouvoir est confondu avec la commission électorale et ainsi de suite. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez comprendre? Parce qu'il a été très précis en donnant des exemples précis. Alors moi, je vais revenir à l'histoire du Cameroun. On pourrait même dire que tous les partis d'opposition aujourd'hui sont issus du RDPC. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une exception culturelle qui veut que certaines situations s'appuient sur l'histoire du Cameroun. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que beaucoup d'entre nous, et d'eux, sont issus de ce parti, disons-le globalement. Maintenant, deuxième chose, est-ce que je peux continuer? Oui, que ce soit pour Elekam, que ce soit pour certains postes qui présentent des incompatibilités, il est demandé aux concernés de démissionner. Ce qui n'a pas été le cas pour ce qu'il a expliqué maintenant. Je doute, et je dis c'est sa déclaration, et je dis je doute, c'est pas possible dans un pays aussi sérieux qu'un directeur de l'ECAM soit en même temps président de section. Croyez-en quand même ma petite expérience. Vraiment, je doute. Mais deuxième chose que je voudrais dire, il y a des responsabilités individuelles que nous assumons tous. Moi, je dis le jour où je suis appelé en responsabilité, on n'accusera pas un parti politique des actes que je pose en violation de. Par contre, et là, moi, je suis d'accord avec eux, c'est qu'à un moment donné, comme nous sommes des humains, y compris eux, lorsqu'il y a faute, il faut sanctionner. Moi, de ce point de vue, le processus est clair. Je veux donc me résumer. En cas d'incompatibilité, il faut démissionner. C'est clair dans la loi. Et vous imaginez très bien que dans ce processus, il ne serait pas allé au vote si ça avait été vrai. Ça, vraiment, on se connaît tous au Cameroun. Merci, madame. On doit... Non, vous ne serez pas allé. Vous aurez dénoncé ça avec des preuves à l'appui. Dans tous les cas, moi, à votre place, s'il vous plaît, c'est M. Nadiga qui a la parole maintenant, parce qu'on va clore ce débat. M. Nadiga, vous avez... S'il vous plaît, c'est M. Nadiga, on peut continuer, on ne se mettra jamais d'accord, ça c'est sûr. M. Nadiga, c'est à vous, la parole, vous avez suivi la campagne électorale, vous avez suivi le vote, vous avez suivi aussi quand même les déclarations de suspicion émises, surtout, qui engagent la crédibilité de l'organe chargé d'organiser cette élection-là. Est-ce que dans votre mission d'observation, c'est des choses sur lesquelles vous vous appuyez aussi? Je crois que quand on suit la campagne électorale, on a vu que presque tous les acteurs, tous les candidats prêchent la paix, le développement. Et le fondement, c'est sur la démocratie. Et nous pensons que c'est cette démocratie-là qui permet qu'aujourd'hui on fasse donc ces élections. Est-ce que l'observation n'est pas un peu trop superficielle? Les missions d'observation ne font pas un travail un peu trop superficiel? Parce que dans la plupart des cas, on voit les missions d'observation qui font des déclarations, tout s'est très bien passé. Il y a eu quelques ratés mineurs qui ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité du scrutin. Tous les Africains sont habitués à ce discours-là aujourd'hui. Mais il va falloir que les missions d'observation aillent au-delà pour que leurs paroles fassent foi. La mission d'observation... quand vous voyez les candidats donner leur opinion, chacun parfois donne son opinion déjà en anticipant les résultats. Mais la mission d'observation, il faut dire ce qu'on a vu, ce qu'on peut témoigner et relever ce qu'il faut recommander pour l'amélioration du système pour que la démocratie avance. Et c'est vrai, comme moi je vous le dis, en ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai fait tous ces postes. Il y a des choses qu'on peut remarquer, par exemple. Par exemple quoi? Par exemple,
dans la plupart des bureaux de vote, la moyenne des délégués est à 3 au plus 4. C'est à l'école Bastos où on a eu jusqu'à 6 délégués. Ça affaiblit déjà les partis. Vous savez, ça affaiblit déjà les partis parce que le parti a sa force à travers les représentants. S'il y a des choses à dénoncer, c'est le représentant qui peut accréditer. Mais quand on n'a pas de représentant, on ne peut pas après. Donc, est-ce qu'on peut généraliser? Évidemment, je crois que les candidats exprimaient les raisons pour lesquelles il y a des représentants ou pas. Ce qui, moi, en tant qu'observateur, parce que quand j'arrive, je parle avec le président, je parle avec les délégués qui sont là. Les délégués ne sont pas tous de la même tendance. Et je pense que lorsqu'il y a des failles sérieuses et qui sont des engagements de fond, ces délégués doivent l'exprimer aux observateurs. Parce que c'est ce que nous écoutons, c'est ce que nous voyons qu'on peut le faire. Évidemment, c'est vrai, quand on fait le tour et qu'on a l'opinion des chefs de parti, on le prend. Nous pensons qu'il y a un organe comme, je pense que le Conseil constitutionnel, qui doit sanctionner à la fin, doit également avoir la revendication des candidats. Monsieur Nadinga, est-ce que vous avez, au niveau de l'Institut panafricain d'assistance électorale que vous représentez, vous avez des recommandations à formuler? Par exemple, je donne un exemple tout bête. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que si un candidat n'a pas la possibilité d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, ce n'est pas la peine qu'il soit candidat? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça? Non, mais tout à l'heure, j'ai dit, parce que ça, si un candidat s'engage, il faut qu'il ait la force d'aller jusqu'au bout de sa logique. Nous, dans l'observation qu'on fait, tout à l'heure, j'ai parlé de délégués, c'est pour attirer l'attention des candidats. Que la force du candidat, c'est d'abord le représentant. Si vous n'avez pas de représentant pour une autre, il faut gérer ça pour que ça ne puisse pas se... Maintenant, nous, on a une équipe qui a travaillé à Yaoundé. On a des équipes qui sont à l'intérieur. On va remonter les informations pour avoir des compléments d'informations pour voir ce qu'on n'a pas, n'est-ce pas? Et nous donnerons notre dernière observation, mais nous allons le faire objectivement parce que notre rôle, c'est d'être neutre, n'est-ce pas? Et nous allons le faire objectivement sur ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, et nous n'allons pas le déformer. Et nous aurons des recommandations à faire aussi. Comme j'ai pris le cas des délégués, etc., ça, il y a des recommandations pour renforcer la démocratie. En tout cas, nous allons guetter le communiqué final qui va sanctionner la mission d'observation de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Je vais juste... pas de préjugés avant tout. Ce n'est pas mon intention. Juste une réponse, j'attends de vous, juste un mot. Est-ce que, la question que je posais à M. Nadiga tout à l'heure, est-ce que si un candidat n'a pas la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas de représentants dans les bureaux de vote, est-ce que si un candidat ne peut pas, je ne parle pas des représentants qui ont été renvoyés, si un candidat n'a pas la possibilité d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, est-ce qu'il peut lui-même se savoir disqualifié? Nous sommes fondamentalement d'accord. À la seule différence que l'instauration du vote censitaire au Cameroun n'est pas en adéquation avec les principes qui caractérisent la démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Benzi, votre mot de fin par rapport à cette question-là. Bon, écoutez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsqu'on va à l'élection, on est préparé, on sait ce qui nous attend et forcément on prend les mesures. Mais nombre de fois, on ne voit pas les représentants des candidats. Mais justement, et après, c'est eux qui disent non. Nous vous avons expliqué que, s'agissant particulièrement du Parti Univers, le Parti Univers s'est engagé à avoir tous ses représentants et bon nombre ont été expulsés, chassés, des mandats ont été arrachés, déchirés. Du côté de Yokadouma, ils sont une trentaine dans cette situation. Bref, merci vous voyez. Madame Ondoa, quand vous écoutez tout ça, c'est vrai que bon, les candidats n'ont pas les mêmes poids, bien entendu, mais quand un candidat fait d'efforts quand même d'avoir ses représentants partout et qu'à l'arrivée, il voit ses représentants expulsés, est-ce que ce n'est pas une pratique à deux vitesses où d'un côté on veut montrer qu'on fait les choses correctement et dans le même temps on tire les ficelles de l'autre côté? Est-ce que ce n'est pas un peu comme ça? Je pense que dans le principe, il n'y a pas de débat par rapport à cette question. C'est pas bien, si c'est vrai. Moi je pense également que il nous revient, nous qui sommes dans les partis politiques, la campagne est terminée. Maintenant, on va passer chacun dans son quartier général à l'évaluation. Nous avons 24 988 bureaux de vote.
on peut faire l'appréciation non seulement de la représentation dans les différents bureaux de vote. Et le représentant de l'UDC a dit quelque chose de très important. S'il vous plaît, oui, je voudrais chuter là-dessus en reconnaissant effectivement que s'il faut améliorer le processus, parce que c'est pour ça que nous sommes là aussi, et améliorer également notre vie sociale et politique, il faudrait que les partis politiques s'organisent pour être représentés partout. Sinon, le reste, ça va relever de la rumeur, de la suspicion, et ça ne permettra pas d'avancer. Donc, plus de partis forts, on aura une démocratie beaucoup plus forte. Il est temps de vous remercier, Mme Mondoa Elondou, représentant le candidat Paul Biya. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Également, M. Émile Benzi, merci d'avoir vous êtes représentant du candidat Cabral Libi. Merci beaucoup. Et M. Jean-Claude Soptieux, merci, vous représentez le candidat Dam Joya. Et M. Emmanuel Nadinga, chef de mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Merci beaucoup, M. Nadinga. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qui a changé entre l'élection d'il y a 7 ans et l'élection de 2018? C'est entre autres questions que nous allons poser dans la suite de cette émission. Mais en attendant, on marque une petite pause. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs. Merci.